Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde qui va être une vision du futur de la forêt connectée et comment les drones, les puces et toutes nos nouvelles technologies peuvent permettre de protéger la forêt contre ces menaces. Donc venez, n'ayez pas peur, installez-vous, il y a encore de la place à l'avant. Et donc, pour animer cette table ronde, enfin pour l'alimenter, nous avons des intervenants très internationaux et je suis ravie de les accueillir. Donc, moi, je m'appelle Emma Stocking, je travaille chez Spark News, qui est une organisation qui identifie à travers le monde des initiatives à impact social et environnemental pour leur permettre d'avoir toute la visibilité qu'elles méritent auprès des médias et auprès des entreprises. Et c'est vrai qu'on a identifié à travers le monde un certain nombre de technologies qui permettent de protéger la forêt et donc on est ravis de les accueillir aujourd'hui. Donc nous avons alors trois intervenants. Je vais commencer par Vito Ciulo qui vient d'Italie. Vito, tu es actuellement doctorant à l'Université de Corse. Et tu fais tes recherches sur les drones. Alors ça, c'est le drone de Julien. Attention, on en parlera tout à l'heure. Mais Vito, donc toi, tu es passionné de robotique depuis tes études à l'université de Pérouse. Et aujourd'hui, tu utilises les drones pour lutter contre les feux de forêt, contre les incendies. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, moi, à la base, je suis un ingénieur robotique. Quand j'ai travaillé en Italie pour une entreprise pour l'utilisation des drones pour la protection civile. Et un jour, j'ai accepté un bande international à l'Université de Corse. Et donc, j'ai été accepté. Et quand je me suis présenté, je suis allé parler avec l'équipe Feux de forêt de l'Université de Corse. Dans le moment que dans la région de la Corse, il y a pas mal de problèmes des feux de forêt. Donc, j'ai lancé une idée de projet d'utilisation des drones pour la lutte anti-incendie. Donc, le projet il a été accepté. Donc, la petite Lise oui. attend sa maman à l'accueil. Aude, Lise vous attend à l'accueil. Est-ce qu'il y a un drone qui peut aller chercher la maman de Oui, on le lance. Et donc, oui, actuellement, je fais partie de l'unité mixte de recherche Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse. Et donc, oui, avec ma relatrice de thèse, on est en train de développer aussi un brevet pour l'utilisation des drones pour la lutte anti-incendie. Après, on va discuter comment. Oui, et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre tes connaissances, tes compétences technologiques au service de la forêt, au service des arbres? Voilà, alors, mon envie, c'était d'utiliser la robotique, surtout les drones, pour aider l'être humain. Et donc, pour chercher où sont les problèmes les plus grands actuellement. Donc, par exemple, comme je dis, les feux de forêt, c'est encore un grand problème parce qu'il y a un coût énorme. Et il y a encore de la perte de la vie humaine et perte économique aussi. Et donc, voilà, mon idée, c'est d'utiliser les robots, pas pour substituer l'être humain, mais pour l'aider. Et surtout, donc, les feux de forêt, ça tombe bien à l'Université de Corse, à la région Corse, voilà, c'est ça. Merci. Alors, ce n'est pas pour éteindre un feu, mais c'est pour vous abreuver, messieurs. Merci beaucoup, Vito. Alors, à ta droite, nous avons Julien Lieb. Julien, toi, tu es passionné de sciences, de nature également. Tu as travaillé dans l'alpinisme, dans les rivières. Et ta passion pour le pilotage d'aéronefs en tout genre t'a amené à créer Corvus Monitoring en 2014. Tu as maintenant développé une solution aussi pour la forêt, pour mieux la connaître, mieux la cartographier. Et tu as apporté ton drone. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à l'espace intervenant, je voyais Julien en train d'assembler son drone. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors au départ, j'ai monté Corvus Monitoring pour faire de la cartographie, cartographie d'environnement urbain et naturel. Et puis ma sensibilité et surtout la localisation de mon habitat, j'habite au milieu de la forêt, m'a poussé à essayer d'optimiser la mesure que je peux faire avec mon drone pour la forêt. Donc modéliser de manière la plus fine, précise la forêt, pour mieux la connaître, pour éventuellement mieux la gérer. Et avec les très bons résultats qu'on a obtenus, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire des choses
pour mieux la protéger au final. Au départ, la première idée, c'était de pouvoir mieux la connaître et on pourra mieux la protéger de cette manière-là. Oui. Et toi, d'où est venue cette idée d'utiliser les drones pour protéger les forêts? Alors, lors des premières présentations de mes résultats, j'ai participé à des forums sur la gestion de la forêt et j'ai été vite contacté par des petits propriétaires forestiers qui étaient intéressés et aussi par des grosses multinationales de l'exploitation du bois, notamment en Afrique, qui me demandaient de scanner la forêt pour pouvoir l'exploiter plus rapidement, de manière un peu plus vicieuse, on va dire. C'était des entreprises relativement opaques, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu, il y avait très peu d'infos. Donc je me suis dit, on va passer de l'autre côté, et puis on va essayer de faire quelque chose pour peut-être empêcher ce genre de boîtes de faire leur boulot comme elles le souhaitent, quoi. Donc oui, ne pas créer des technologies qui vont être utilisées à mauvais escient. On Voilà. aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, Topher White. Donc Topher nous vient de San Francisco, donc on est particulièrement honoré de sa présence. Topher, toi tu es physicien de formation, tu es aussi passionné par tout ce qui est robotique, électronique, et également par la forêt tropicale. Donc tu as créé Rainforest Connection. Tu es venu aussi avec un prototype que tu vas nous montrer tout à l'heure. Et on te connaît bien chez Spark News, puisqu'en 2015, on avait déjà parlé de cette formidable technologie que tu vas nous présenter. Ouais, moi, je vais tricher un peu avec les slides, les trucs visuels. Ah oui, c'est là. Alors, Rainforest Connection, c'est une start-up à San Francisco. On construit des technologies pour protéger les forêts avec les partenaires. Et en fait, le truc, c'est si on se bat, si on voudrait se battre contre le changement du climat, déforestation, c'est une façon très très efficace pour le faire. C'est le cause deuxième plus grand du monde, source de CO2. Alors, le braconnage illégal, c'est presque 90% de l'exploitation de forêts tropicales. Alors, avec ça, c'est tellement difficile de se battre contre ça. Et j'aimerais bien avancer un peu. Prochain. Non, ça marche La pas. slide suivante. Non, c'est bon. Mais le braconnage illégal, c'est indiqué, annulé. Alors, est-ce qu'on peut C'est cliquer bon. sur OK? Mais c'est bon. En fait, si vous voudrez se battre contre le braconnage illégal, il y a beaucoup de partenaires, les ONG, les tribus, indigènes là-bas, en forêt, qui voudraient des bons partenaires pour arrêter la déforestation. Et pour nous, on peut construire une technologie pour vous aider. Et en fait, là-bas, il y a assez de réseaux. Il y a les gens qui voudraient aller répondre avec les alertes. Alors, on peut prendre les anciens smartphones, on les met dans les arbres, ils écoutent tout le son de forêt. Et quand on détecte les tronçonneuses, les camions de braconnage, on peut envoyer les alertes aux partenaires là-bas qui peuvent y aller pour les arrêter. Maintenant, il y a en Brésil, Équateur, Pérou, on a commencé en Indonésie et Afrique. Allez, là-bas, on y va, allez encore. Mais c'est bon. J'aimerais bien vous montrer une histoire de tribus au Brésil. Mais en fait, ouais, ok, cool. Merci beaucoup. On y arrive. Ça marche un peu La comme ça. technologie. Le moment La technologie, le moment que ça marche, c'est bon. le son est détecté par ça et le cloud, ça peut trouver le truc. On voit les alertes aux gens qui sont là. Ils peuvent répondre tout de suite pour y aller arrêter les gens. Très réaliste, ce truc, mais c'est bon. Mais avec les smartphones, ils sont partout. Il y a des centaines de millions qui sont jetés tous les années et on peut les utiliser très facilement. On est construit un peu comme ça avec les panneaux solaires. On peut vous montrer ici. Et à la fin, on va vous montrer une histoire en Brésil. Il y a une tribu qui s'appelle Tembe en Brésil. Voilà les Tembe, ils sont là. Mais leur territoire, en 2014, on est rencontré les territoires, le truc qu'on a violé, c'était occupé par les braconneurs, les cartels de drogue. Et en fait, ils voulaient reprendre. Et chaque fois, juste par conduire entre les villages, entre Tembe, il était
c'était pas très rare qu'ils trouvent les grands camions pleins de bois, très bien armés, et c'était tellement dangereux. Mais heureusement, les Tembe, ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont trouvé les rangers, 30 jeunes qui voudraient faire quelque chose. Et avec eux, on a lancé un projet pour construire même ce que vous avez vu et pour rendre les arbres aussi. Voilà, c'est le fils le chef des tribus qui... Ouais, c'est un peu long, excuse-moi. Ça va aller? Oui, oui. C'est cool. On monte les arbres. Si on les met tellement en haut, comme 20 mètres, 30 mètres parfois, ça peut capter les réseaux de très loin, 20-25 km. Avec ça, on peut bien couvrir beaucoup de forêts. Et les Tembe, ils les montent eux-mêmes. Et avec ça, avec les alertes, c'est automatique. On va parler un peu d'intelligence artificielle. S'il y avait du son, j'imagine que vous pouvez facilement écouter, entendre le tronçonneuse là. Mais avec cet exemple-là, la tronçonneuse, c'est très, très faible, à 1,5 km. Mais avec intelligence artificielle, on peut le capter. Et avec ça, avec ce son qu'on a là, les Tembe, on avait capté les tronçonneuses. Il y avait 20 ou 25 Tembe à la fin de ce chemin. Et avec ce grand camion qui passe, les Tembe étaient là à la fin pour le reprendre, pour le brûler, pour le mettre aux limites de leur territoire. Et ce gars-là, qui est très badass, ouais, c'est pour eux. Chaque personne comme ça, les tribus, ils ont un effet très, très fort pour se battre contre la déforestation, contre le changement climat. Plus que l'ingénieur Tesla ou je ne sais pas où. Alors, si on peut faire une chose, c'est de leur aider avec leur travail. Et en plus de ça, on ne peut capter pas que les tronçonneuses et camions, c'est des espèces et biodiversité. On va pas se parler de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Topher. Et Napoli aussi. Effectivement, tu peux peut-être montrer le prototype. Donc, voilà, ça fait un Topher. peu de bricolage, mais en même temps, c'est pour ça. C'est avec les téléphones portables et les panneaux solaires anciens. Donc le panneau solaire reste autour du téléphone en permanence, ce qui permet de charger le téléphone. Et le téléphone écoute les bruits de tronçonneuse. Oui, avec les microphones. Et en fait, ça dure plus que 2 ans. Ça a été en Brésil pendant 2 années. Et ça marchait comme ça. Merci. Et est-ce que celui-là a permis d'entendre, de détecter des braconneurs, de la déforestation illégale? C'est ça. En fait, de tous les sons là sont envoyés au cloud et on peut détecter tellement de choses, pas que les tronçonneuses de camions, les espèces aussi. Et en plus, une appli pour écouter les forêts en temps réel. Mais on va parler de ça. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et jusqu'à maintenant, avant cette invention, comment on faisait pour réagir en cas de déforestation? On s'en rendait toujours compte après coup? Alors, pour eux, c'était juste... ils marchaient en forêt. Ils attendent les nouvelles, s'il y avait un problème. Ils marchent en forêt pour trouver les problèmes. Mais ce n'était pas très efficace. Ce n'était pas possible de savoir ce qui se passe en forêt. Alors avec ça, ils restent au village. Ils reçoivent les alertes quand il y a un problème et on peut y aller tout de suite. Merci. Alors, on va revenir aussi aux drones. Donc, Vito, par exemple, toi, tu travailles beaucoup avec les pompiers pour essayer d'utiliser les drones pour lutter contre les feux de forêt, les départs d'incendie. De la même façon, avant que tu développes cette solution, quelles étaient les solutions qu'on avait pour permettre de protéger les forêts contre les incendies? Voilà, alors, les solutions qu'elle était avant, c'était les classiques, donc utiliser l'être humain avec des avions qui survolaient les feux pour prendre les mesures, mais à l'œil. C'est-à-dire qu'il y a un pompier qui regarde les feux de l'autre, il dit OK, peut-être le feu il est de cette dimension, et il va aller par nord ou par sud. Mais il fait ça en base à ses expériences et pas parce qu'il a vraiment une mesure de ça. Surtout, pour faire ça, il doit voler sur les feux. Voler sur un feu, c'est très dangereux parce qu'il y a des turbulences d'air chaud qui rendent les vols sur les feux dangereux.
Et ce n'est pas possible aussi de voler la nuit, parce que ce n'est pas comme un avion civil qui doit voler très haut. Quand on survole un feu, on doit voler très proche à le terrain, et donc la nuit, ce n'est pas possible, c'est interdit de voler. Et donc, oui, c'était fait avec l'œil humain, mais sans une vraie utilisation des mesures. Voilà, l'utilisation des drones, ils permettent de prendre des mesures. Et après, je ne sais pas si on explique maintenant les types de données. On va Alors, les données, on y reviendra tout à on l'heure. va mais, parler après, oui. ça permet de prévenir aussi. Oui, ça permet donc, prévenir, non, plus que prévenir, ça permet de n'utiliser pas l'être humain dans une situation dangereuse. Parce que l'avion, il peut tomber. S'il tombe l'avion, ben, il y a un coût. L'avion, ça coûte pas mal. Et surtout, ça coûte la vie humaine, parce qu'il n'y a pas un truc plus énorme de la vie humaine. Bien sûr, aussi, les drones, ils peuvent tomber, mais c'est mieux de perdre 2000 € plutôt que perdre 4 personnes. Donc voilà, en gros, avant, c'est fait toujours avec des canadaires qui survolent les feux, mais c'est dangereux pour les personnes qui l'utilisent. Voilà. Merci beaucoup, Vito. Et toi, Julien, donc avec ton drone également, tu fais ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Alors, c'est un mot que je ne connaissais pas avant de préparer cette table ronde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que ça permet de faire, quelles sont les utilisations potentielles, et également, avant cette innovation, comment on faisait pour récupérer ces infos? Alors, tout d'abord, avant les drones, on utilisait beaucoup d'imagerie satellite ou, comme disait Vito, des images par avion. L'inconvénient des images satellites, c'est que, alors déjà, commander le déplacement d'un satellite spécifique sur une zone spécifique, ça coûte très cher. Il y a peu d'organismes qui ont accès à ce genre de choses. Par avion, c'est aussi très coûteux. Donc la fréquence à laquelle on peut surveiller une zone est très faible, alors que l'intérêt d'utiliser les drones, c'est justement de pouvoir surveiller l'évolution de manière relativement fine. Et la première question, c'était la photogrammétrie. Oui, la photogrammétrie. Alors la photogrammétrie, c'est recréer un modèle en 3 dimensions à partir de photos. Donc, c'est-à-dire qu'il faut imaginer cette table, par exemple, on va la survoler avec le drone et puis on va prendre 200 photos de la table sous toutes les coutures. Et ensuite, on injecte ces photos dans un logiciel, on lui donne quelques dimensions, on lui dit la table, elle fait 50 cm de haut, elle fait 1 mètre de diamètre. Et le logiciel va recréer la table en 3 dimensions. Donc, on extrapole et puis on fait ça sur la forêt. Donc, on a un modèle 3D de la forêt qui est relativement fin. Avec des photos uniquement, si on passe en hiver, on peut avoir un modèle qui va jusqu'au sol. Donc on a un modèle de terrain, on a les arbres individuels. Et puis ensuite, si on repasse une fois en été avec une caméra hyperspectrale, donc qui voit en fausse couleur, on peut détecter les essences des arbres. Donc en superposant les modèles, on obtient un modèle informatique de la forêt qui est extrêmement fin, extrêmement précis, et puis qui permet de faire tout un tas de choses pour la gestion forestière et pour la protection de l'environnement. Oui, et notamment pour la protection de la biodiversité. On y reviendra, c'est aussi le cas de Rainforest Connection. Quel type d'informations tu arrives à collecter pour identifier les différentes essences, par exemple? Alors, en fait, les différentes essences, c'est des choses qui sont encore expérimentales. Donc, la technologie avance très vite, mais on est en phase de... On collecte des données aujourd'hui pour optimiser les modèles, mais on peut déterminer les essences une par une, parce que chaque feuille a une signature lumineuse qui est différente avec une caméra multispectrale, donc hyperspectrale. Hyperspectrale. Voilà. Donc la précision est telle que tu peux identifier la couleur de la feuille, la réflexion. Oui. Comment ça marche? Alors la fausse couleur, c'est-à-dire que une caméra hyperspectrale, elle fonctionne sur beaucoup de couleurs, une plage de couleurs dont une grande partie est invisible pour l'œil humain. Mais la signature, on appelle ça la signature. Donc la signature de chaque espèce est spécifique. Alors la difficulté, c'est qu'en fonction de la saison, un chêne sessile, par exemple, ne va pas avoir la même signature en octobre ou au printemps. Donc c'est pour ça qu'il faut alimenter les modèles de beaucoup de données pour optimiser et fiabiliser tout ça. Surtout que les espèces sont innombrables.
Et en cumulant un modèle en 3 dimensions donc, qui permet de compter les arbres, les segmenter un par un, les distinguer un par un, et puis en superposant une carte hyperspectrale, on peut dire sur cette parcelle de 300 hectares, on a 587 saules, on a 225 sorbiers, etc. etc. Donc ensuite, ça permet de faire un inventaire très fin, et puis voilà, il y a énormément de choses à faire avec. D'année en année, les tendances. Voilà. Détecter éventuellement les maladies avant même qu'on puisse les voir à l'œil nu. Super. Ah, Topher, oui. C'est trop cool ça. Et Topher, justement, toi, alors, ce ne sont pas des images que tu as, mais ce sont des enregistrements du son. Parce que je ne sais pas qui dans la salle est déjà allé dans une forêt tropicale. Vous pouvez peut-être lever la main. 2, 3... Ah, quand même, quelques personnes. Pas mal. Vous devez savoir qu'il y a un bruit de fond, une ambiance sonore, soundscape, comme on dit en anglais, extrêmement élevé. Et donc, évidemment, avec ta technologie, tu écoutes, toi, ce que tu veux capter, ce sont les bruits de tronçonneuse, mais tu captes évidemment tout le reste, les oiseaux, les insectes. Donc, qu'est-ce que tu fais de ces données? C'est exactement ça. Juste comme il y a 10 milliards de feuilles dans toutes les forêts, il y a tellement de son là-bas. Beaucoup de forêts, toutes les espèces, il n'y a pas beaucoup de visibilité en forêt, alors les espèces ils communiquent avec le son. Et la vérité, heureusement, est que après, si les partenaires ils sont là, ils peuvent arrêter les braconneurs une fois, 2 fois. Ils vont partir jusqu'à la prochaine saison. Mais pour savoir ça, il faut écouter tout le son, envoyer tout ça au cloud pour être sûr. Et avec tout ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour trouver tellement d'espèces. Mais le problème est que nous, on ne connaît pas toutes les espèces. Mais il faut construire des outils pour les écologistes, les biologistes, puissent chercher les espèces, nous montrer et construire des modèles comme tu dis. Et ça change par les saisons, ça change par l'heure de la journée ou la nuit. Mais c'est une grande, comme on dit, comme arc d'audio. Il y a tellement d'espèces là-bas. Mais en même temps, maintenant, on a 60 ans déjà de données d'audio. Oui, 60 ans de son de la jungle à écouter. Oui, et on peut ajouter des espèces assez facilement pour trouver tout ce qu'on a raté pendant des années. Et ça vous arrive souvent d'avoir des sons inconnus, par exemple, oui, vous ne savez pas ce que c'est, une espèce inconnue nouvelle. Et on peut envoyer les alertes aux écologistes qui nous disent ce qu'il y a. Et en même temps, maintenant, on utilise les autres modèles sur l'intelligence artificielle pour montrer les comment on dit, anomalies. Les anomalies. Oui, et comme ça, on peut proposer des hypothèses aux écologistes, biologistes pour comprendre mieux. Et donc oui, effectivement, identifier, par exemple, en France, on a beaucoup parlé du printemps silencieux. Cette année, le printemps où on entendait beaucoup moins d'oiseaux, ça fait référence au livre de Rachel Carson, Silent Spring. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à étudier, la baisse de son de certaines espèces? Oui, il y a un lien assez direct entre la biodiversité, le son en forêt, c'est sûr, et la santé des forêts. Et maintenant, on trouve peut-être qu'il y a un lien entre la biodiversité qu'on peut détecter avec le son et le carbone en forêt. On peut dire ça comme ça? Le stockage du carbone? Stockage de carbone en forêt. Donc ça va intéresser aussi toute l'industrie de la compensation carbone, etc. Oui. Beaucoup d'utilisations possibles, donc. Merci. Au niveau des données, que ce soit avec les drones pour lutter contre les incendies ou évidemment avec toutes les données que tu collectes, Julien, quelles sont les utilisations potentielles qu'on peut faire avec ce big data forestier qui est assez nouveau finalement? Alors, après, c'est au monde scientifique de les inventer parce qu'on a une quantité de données qui est incroyable.
Donc la base serait de faire des comparatifs sur les passages successifs. Ça peut être complémentaire, tout à fait complémentaire avec le travail de Toffer, c'est-à-dire on fait passer un drone qui scanne des hectares et des milliers d'hectares de forêt toutes les semaines, et puis on fait travailler un ordinateur pour nous pointer les différences, en fait, ce qui a changé d'un passage sur l'autre. Donc ça, ce serait le truc le plus basique, et ensuite on envoie l'humain, on va dire, étudier un petit peu mieux cette différence, voir ce qui s'est passé. Après, il y a énormément de choses à faire. Oui, c'est au monde scientifique de l'inventer. Anticiper les maladies, voir l'évolution qui est liée au changement climatique, optimiser la construction d'une route, oui, voilà, gérer les écoulements des eaux. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, en fonction de l'instrument qu'on va mettre sous le drone, on va pouvoir capter plein d'informations différentes. Si on met une caméra thermique, on va voir à travers le feuillage les différents, le réseau pluvial qu'il y a sous la forêt, et qu'on ne pourrait absolument pas tracer à l'œil nu, même au sol, ce serait trop compliqué. Donc on peut ajouter des couches et des couches et des couches, et en croisant les données, on peut obtenir plein d'informations différentes. Mais ces informations peuvent aussi être utilisées à mauvais escient. On en parlait avec l'utilisation, par exemple, de ces drones pour repérer des essences rares, des bois tropicaux. Est-ce qu'on va vers une protection des données des arbres, un peu comme on l'a vu avec la protection des données personnelles ? C'est un peu le dilemme, effectivement. On aurait envie, moi, au premier abord, j'aurais envie de diffuser les données, de les mettre sur une plateforme d'échange, et puis voilà, et n'importe qui peut faire travailler sa machine pour détecter des choses ou pour croiser des informations. Le problème, c'est qu'effectivement, il y aura toujours des personnes malveillantes ou on va dire un peu cupides qui vont essayer d'utiliser ça à mauvais escient. Donc je pense qu'il y aura une législation à mettre en place au niveau mondial sur ce type de data. L'approche est un peu différente des données personnelles, mais c'est quand même un peu le même contexte, quoi. Et Vito, avec les données sur les incendies, là on ne voit pas trop comment on pourrait les utiliser à mauvais escient, mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour peut-être prévenir les incendies à l'avenir ? Non, là, en gros, mon système, c'est pour aider la lutte, donc une fois que le feu est parti. Donc, mon projet, c'est avec un système de capteurs que je ne peux pas présenter aujourd'hui parce qu'il est couvert encore dans les brevets que je suis en train de terminer. Et donc, en gros, avec mon drone, un robot en général, et un système de capteurs, j'arrive à faire la modélisation trois-dimensionnelle d'un feu. Pourquoi on veut faire la trois-dimensionnelle? Parce que, comme l'a expliqué aussi Julien, avec les trois dimensions, on peut obtenir beaucoup d'informations, plus que l'information d'une photo, qui est bidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on peut savoir quelle est la forme du feu, mais surtout quelles sont les caractéristiques géométriques. Donc on peut donner à les pompiers qui sont encore dans la caserne, ok, le feu, on peut placer le feu sur la carte. Donc sur une carte Google Maps, j'ai commencé, mais après on va passer sur les cartes plus professionnelles SIG. Mais voilà, en gros, les pompiers dans la caserne, ils peuvent déjà savoir, ok, il y a un feu par là. Le feu, c'est large, 30 mètres. La végétation qui brûle, c'est de 30 mètres carrés. Le feu, il est haut comme ça. L'inclination des flammes sont comme ça. Et donc, il y a aussi un système de prévision où il va bouger le feu. Et c'est très important quand on doit le feu. Parce que pour l'instant, c'est comme je dis avant, c'est l'expérience des pompiers. Donc, les pompiers, ils vont dire, OK, on va par là plutôt que par là, parce que le feu, je pense que dans 5 minutes, il va brûler par là. Mais avec un système de mesure qui fait des mesures physiques et en vrai, il va donner une information plus précise. Et donc, c'est mieux parce que comme ça, les pompiers, ils savent déjà où se positionner pour commencer à faire la lutte, pour améliorer la lutte des feux. Surtout parce que quand on parle de lutte des feux, on ne parle pas de comme quand on est à notre barbecue. Ce n'est pas un jeu de 5 minutes, quelquefois ça dure une semaine. Et parce qu'on parle vraiment de feux grands. Donc l'organisation d'une semaine de lutte des feux, c'est énorme. Si on parle aussi des feux qui étaient cette année en Californie, ça va durer presque un mois. Donc l'organisation d'un feu comme ça, c'est une chose énorme. C'est pas un feu dans le jardin. Et donc, oui, en gros, la modélisation 3D avec aussi en collaboration en modélisation des feux et en simulation de la prédiction des feux,
que se fait tout dans l'équipe. Moi, je travaille dans l'équipe Feux de forêt de l'Université de Corse. C'est une équipe qui travaille déjà depuis plus de 20 ans sur les feux. Donc, elle a déjà commencé à développer un modèle de prédiction et de simulation des feux. Donc, avec mon système, on peut attacher ce système à la modélisation pour créer la prédiction des feux, une fois que le feu est bien parti, bien sûr, mais pour améliorer, pour réduire la lutte d'un semaine, par exemple, à un jour, que c'est déjà énorme, parce que ça fait des coûts humains, ça fait des coûts économiques, beaucoup. Bien sûr. Donc, oui, l'intérêt de la part des pompiers, c'est énorme. C'est pour ça qu'on collabore, on fait une collaboration énorme, surtout avec les pompiers, bien sûr. Oui, et les pompiers se mettent au pilotage de drones. Oui. Et justement, si on se projette, donc là on a parlé des expérimentations que vous avez faites, si on se projette à 5-10 ans, est-ce que vous pensez qu'on aura des forêts qui seront toutes munies de capteurs, de téléphones qui écoutent, surveillées par des drones? Est-ce que c'est souhaitable vraiment que les forêts se transforment en puits de technologie? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est possible. 5 ans, c'est pas longtemps, mais c'est bien facile. C'est impossible parce qu'il y a les réseaux là-bas, il y a les gens qui aimeraient bien protéger leur forêt si c'était possible financièrement et tout ça. Alors, pour nous, en fait, maintenant, on a tout de grands trucs avec les panneaux solaires, mais bientôt, ça sera possible juste d'utiliser les anciens smartphones qui sont déjà là. Les gens, ils ont leur deuxième ou troisième téléphone portable. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les anciens? Et c'est même en forêt comme ici. Alors, j'espère bien que ça va être un truc qui devient plus facile pour les gens qui sont là. Et en même temps, on va trouver des façons de rendre les forêts qui sont partout au monde plus intéressantes pour les gens qui sont là, pour nous, pour tout le monde. Et si on trouvait que la forêt là-bas était à nous et c'était un truc important pour protéger, pas juste comme une idée, mais comme un vrai lien. Je trouve qu'on va trouver des façons de faire ça. Donc toi, tu es plutôt favorable à l'idée de mettre tous nos vieux smartphones, de leur donner une seconde vie dans les forêts. Oui, mais pas que ça. On a déjà un appli pour, en fait, je vais parler d'une appli, pour écouter les forêts en temps réel. Alors ça, c'est un stream de Pérou, maintenant. Et c'est possible tout le monde de télécharger ça sur App Store, chercher Rainforest Connection. Mais c'est juste une idée, un proof of concept. Mais en même temps, je trouve que s'il y avait des vrais liens entre ce qui se passe là-bas et ici, c'est une partie de la solution. Ouais. Donc en fait, ça nous rapproche de la forêt. Là, ce qu'on a entendu, c'est un extrait en temps réel de la forêt tropicale péruvienne. C'est ça, oui. Ok, donc voilà, si vous voulez vous réveiller avec le son de la forêt tropicale, regardez l'application Rainforest Connection qui va vous permettre finalement de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde et de vous plonger en pleine forêt. Oui. Julien? Et ce que je voulais ajouter, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des méthodes qui sont très peu intrusives. C'est-à-dire que là, quelqu'un va arriver une fois pour poser le téléphone, et puis ensuite, je ne sais pas, ça a une durée de vie de combien de... Plusieurs années? Ouais, presque 2 ans. Voilà, donc 2 ans. Donc pendant 2 ans, c'est-à-dire on vient emmerder les animaux 5 minutes une fois, et puis ensuite pendant 2 ans, la planète entière a accès à cet endroit-là sans plus déranger du tout. Le drone, c'est pareil, il va passer, il va survoler, personne ne va le remarquer une fois, et puis on va avoir des informations qui vont être hyper précieuses sur la forêt. On n'a pas besoin d'envoyer 50 chercheurs. Alors, je suis le premier à avoir envie de me balader en forêt, mais on va pouvoir étudier des environnements sans y mettre les pieds. Et pour la tranquillité des habitants des lieux, c'est quand même pas mal. Oui. D'accord. Oui, moi je suis pleinement d'accord avec Julien. Donc c'est vrai, peut-être les drones, il peut être invasif dans la forêt, mais surtout, là, pour moi, il est vraiment moins invasif parce qu'il y a une situation de danger dans la forêt. Quand j'interviens avec mon drone, techniquement, la forêt, il est en danger, il est en situation dangereuse. Parce qu'il y a un feu, donc c'est pour aider. Donc je ne veux pas ça comme un problème, et même pas comme un truc très invasif pour la forêt, parce que à la fin, comme il a dit, les drones ils survolent dans l'autre, donc il n'empêche pas d'animaux qu'il y a en bas. Donc oui, il servent seulement pour aider
Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est de la publicité. Je ne peux pas dire que je peux pas faire de la mal publicité sur moi, c'est vrai. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc moi, je suis favorable parce que je ne trouve pas un problème. Surtout parce qu'aujourd'hui, c'est fait déjà avec des avions qui, à mon avis, sont plus invasifs, les grands avions, d'un petit drone. Oui. Donc, et il y a surtout, mon drone, c'est, comme la plupart des drones d'aujourd'hui, c'est électrique. Donc, c'est aussi un impact zéro à niveau écologique. Et l'avion, non. L'avion, c'est pas du tout. C'est un des moyens de transport aussi qui fait plus de pollution. Donc, voilà, techniquement, on va aider à diminuer la pollution dans les forêts. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir ces technologies développées sur l'ensemble des forêts menacées de déforestation illégale ou finalement l'ensemble des forêts gérées sur lesquelles ça a du sens? Quels sont les freins? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est une question de réplicabilité? Le financement, c'est toujours un problème. Mais c'est pour ça qu'on doit être créatif. C'est avec une appli ou je ne sais pas quoi. En fait, on a lancé ce projet avec un Kickstarter en 2014. Et, Kickstarter, la plateforme de crowdfunding. Oui, c'était ça. Et on est tellement heureux de voir que les gens ils voulaient financer un peu le truc comme ça. Mais en même temps, il faut continuer. Maintenant, on a les craintes, il faut trouver les modèles de finance qui sont plus créatifs. Oui, aujourd'hui, pour ma part, c'est vrai que le produit que je développe, on va dire, s'adresserait aux gestionnaires forestiers qui ont souvent à leur charge beaucoup de gens qui sont là pour sillonner la forêt à pied et faire les mesures tout seul. Et je comprends très bien que ça pourrait mettre au bureau, en tout cas pas à la porte, mais au bureau derrière un ordinateur, beaucoup de gens qui passent toute l'année en forêt à faire des mesures. Donc il y a un juste milieu à trouver. Voilà, les financements sont toujours difficiles à trouver, mais comme dit Toffer, il faut être créatif. Et puis on essaye avec du bricolage et de la haute technologie de faire quelque chose de concret, quoi. Utiliser les nouvelles technologies également pour lever des fonds. Voilà, parce que les capteurs sont très très chers. Il pourra en dire quelque chose aussi. Voilà, pour financer un capteur, il faut quand même avoir des promesses de résultats et la recherche prend du temps. Ça coûte combien par exemple Alors ça, c'est très très simple, c'est un drone de photogrammétrie. Là, on n'en a pas pour plus de 1500 euros. Mais si on veut monter un lidar, par exemple, sur un drone, aujourd'hui, il faut prévoir un budget de 200 000 euros, un pilote qui va bien, et puis éventuellement, voilà, tout ce qui est assurance derrière, et surtout le développement, faire bosser 4 ingénieurs qui se creusent la tête pour développer des algorithmes. Alors, il y a beaucoup de thésards, beaucoup de chercheurs qui sont en études, qui bossent sur ce genre de projet. Mais voilà. Rappelle peut-être ce que c'est qu'un lidar. Un lidar, c'est un laser. En fait, l'idée, c'est de pouvoir traverser le feuillage, faire un modèle en 3 dimensions directement. Voilà, c'est difficile à expliquer. C'est un laser qui est un scanner. En fait, l'idée, c'est les géomètres ont des scanners qui posent au sol. Ils vont pouvoir scanner un environnement et puis en faire une modélisation en 3 dimensions. Un lidar, c'est un scanner embarqué sur un drone, en gros. Et surtout, il a une précision normalement, le lidar, des centimètres. Donc, on parle de la reconstruction pas dans les mètres, mais on parle de la reconstruction au niveau des centimètres. Il n'est pas longtemps que le lidar était tellement cher, alors ça change beaucoup depuis les années. Oui, ça change énormément, curieusement, avec le marché des voitures autonomes. Parce que de plus en plus, elles vont avoir un lidar sur le toit, un lidar à l'avant, un lidar à l'arrière pour modéliser en temps réel l'environnement. Et dans une dizaine d'années, j'imagine que les lidars coûteront, même pas 10% de ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Oui, c'est le fameux, la courbe. Voilà. Et ton installation, Toffer, combien ça coûte un téléphone de seconde main avec des panneaux solaires autour? Pour l'instant, on construit nous-mêmes quelques cent dollars pour le construire et pour y aller, pour le mettre en forêt. Mais en même temps, j'espère que dans 2 ans ou moins, ça peut être complètement possible que les partenaires, que les gens qui sont là, qui construisent un truc avec ça, avec un kit qu'on envoie ou juste par c'est pas des directions, comment on dit ça, qu'ils puissent construire eux-mêmes. Et en même temps, je trouve que j'aimerais bien que conservation, ça soit une technologie de conservation, ça soit un software qu'on envoie par App Store, choses comme ça, qu'ils peuvent télécharger. Ouais. Que finalement n'importe qui puisse créer son prototype, créer
son capteur et l'installer soi-même et le gérer depuis son ordinateur. Oui, déjà actuellement, les smartphones, ils sont résistants à l'eau. Bientôt, on aura les panneaux solaires qui seront de moins en moins chers. Et j'espère bien qu'en 2 ans, on n'aura pas besoin de construire un truc comme ça. Ça peut être possible juste par envoyer des softwares logiciels. D'accord. Et Vito, au niveau des pompiers, est-ce que ce sera facile de former tous les pompiers du monde au pilotage de drones pour les feux? En gros, j'ai oublié aussi de dire une chose. Pour l'instant, les drones, c'est piloté à la main, mais le projet, c'est de rendre tout automatique. Donc, le projet, c'est que le scénario, c'est qu'il y a un feu, il y a un incendie. Donc, le drone, il part. C'est lui qui détecte déjà le feu. Et il fait une chose qui s'appelle en technique segmentation, il comprend le mot. Donc, il va séparer qu'est-ce qu'il y a en feu, qu'est-ce qu'il n'est pas en feu. Et après, il fait le calcul et l'envoie directement sur le système des pompiers. Pour l'instant, il fait ça. À part qu'il n'a pas encore les vols automatiques parce que les brevets qu'on a fait, donc ce n'est pas pour un problème de pilotage, parce que les brevets qu'on a fait encore, c'est un brevet, donc il n'existe que 2 versions seulement de 2 systèmes dans le monde, parce que je n'ai fait seulement 2. Et donc pour ne perdre pas, parce que pour le faire, pour trouver les financements, parce que le problème c'est toujours ça, mais merci aussi, je l'ai dit, à la collectivité de Corse, parce qu'elle est très intéressée à ce problème, donc elle a financé pas mal de projets, et aussi le CNRS aussi. Et donc, pour ne casser pas le système actuel qu'on a mis en place, pour l'instant, on met un pilote, une personne expert dans le pilotage des vols, des drones, et donc on l'utilise comme ça. Mais en gros, le système, c'est pour être complètement automatique, donc on n'a pas besoin de former un pilote. Les pilotes, ils peuvent toujours intervenir. En cas, on a toujours la possibilité à l'être humain d'intervenir, bien sûr. Donc, on ne se fait pas commander que dans les robots. Oui. Donc, voilà. Mais en gros, ce n'est pas une grande formation. Et aussi, l'extraction des données, c'est aussi ça c'est déjà automatique. Donc, les pompiers, normalement, moi, je rends directement les données, c'est-à-dire, OK, ça c'est l'auteur, donc je donne déjà les numéros. Donc, ce n'est pas que les pompiers, après, d'interpréter lui-même les données. Non, les données sont déjà extraites de la manière d'être liées. Voilà. Donc, vous livrez finalement une solution clé en main Exactement. Non, au groupe de pompiers. L'idée que j'avais dans la tête aussi pour le brevet, c'était de créer une solution easy to use. Donc, voilà, c'est comme quand vous achetez un objet d'un magasin, et vous l'attachez à votre batterie et c'est déjà possible d'utiliser. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un robot qui fait déjà tout et il te donne déjà les résultats. Donc, vous ne devez faire rien. Super. Merci. Merci. Alors, on va donner la parole à la salle dans quelques instants pour voir s'il y a des questions. Mais avant ça, est-ce que vous auriez un message, une action concrète à suggérer à chaque personne de la salle pour justement, à leur niveau, peut-être pouvoir contribuer à ce développement des technologies pour protéger les forêts ? Alors, éventuellement, c'est vrai qu'on est dans un salon, on pourrait dire, qui est très axé nature, etc. Et puis souvent, on peut avoir peur de ces technologies parce que effectivement, par beaucoup d'aspects, elles brouillent un petit peu les pistes, les cartes voilà, au niveau environnemental, etc. Il y a énormément d'aspects négatifs, mais il faut quand même, voilà, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses positives à faire avec tout ça. Et puis si on arrive à pousser cette technologie dans le bon sens, on pourra contrebalancer voilà, tout ce qui se fait dans le mauvais sens. Topher ? Et pour nous, Rainforest Connection, c'est juste de trouver les liens entre vous et la nature, même si on écoute les forêts, on écoute les forêts tropicales ou les forêts ici en France. C'est vraiment de prendre un moment pour écouter et apprécier ce qu'il y a. Et c'est encore plus facile s'il ne peut pas faire ça, de télécharger l'appli Rainforest Connection. Ça, c'est Équateur en temps réel. Donc là, vous pouvez fermer les yeux. Ah. Ouais. Non, mais c'est juste... c'est une façon de trouver un lien entre nous et ce qu'il y a là-bas. Merci.
Super. Et Vito, un conseil pour que les personnes valorisent l'utilisation des technologies pour protéger les forêts? Surtout parce que dans le moment que, comme j'ai dit avant, mon projet il intervient pendant une situation de danger. Et donc, c'est très important. On y a aujourd'hui la technologie, ça fait aussi longtemps qu'il y a la technologie des drones. Donc, on peut commencer finalement à utiliser la robotique, pas seulement pour nettoyer notre appart avec l'aspirateur, mais aussi pour la rendre vraiment utile pour sauver aussi des vies humaines. Parce que ça, c'est très important, parce que comme je dis, la chose plus chère qu'il y a, c'est la vie. Donc, si on arrive à porter la robotique pour sauver la vie, c'est la meilleure chose. On a vraiment la technologie, on est dans 2018, on est fort, on a pas mal d'ingénieurs qui travaillent sur ça, et donc on a toutes les capacités pour faire ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui auraient des questions? Oui, je vois une personne ici. Donc bonjour à tous. Moi, je voudrais avoir des petites réponses par rapport à Julien. Il y a une seconde, tu disais qu'il y avait des aspects négatifs aux technologies dans la forêt. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu entendais par là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été contacté par des sociétés, bon là pour le coup c'était en Afrique, mais j'imagine qu'il y en a dans le monde entier, qui me demandaient de venir scanner leur forêt pour pouvoir exploiter de manière plus intensive, être plus efficace pour débarder. Voilà, en gros passer de 100 hectares à l'année à 500 hectares à l'année grâce aux drones. Donc c'est pas compliqué en plus, c'est exactement ce que je fais, mais sauf qu'on n'utilise pas les données de la même manière. Je pensais surtout à ça, et puis après je pensais à tout ce que peut générer la production d'engins comme les drones, les smartphones. Effectivement, en termes de pollution au niveau de la fabrication, etc., c'est rarement compensé. Ça allait de plus en plus, mais voilà, on avance dans ce sens-là. Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que ça peut générer des problèmes dans l'écosystème d'avoir des technologies comme par exemple les smartphones dans la nature ou Le micro. Il faut remarquer qu'il n'y a pas tellement de smartphones là-bas. Juste pour protéger par, je sais pas, 100 km², il faut mettre moins 10 ou 12 smartphones là-bas. Alors, ce n'est pas un grand effet là-bas. Mais oui, sur le même sujet dont il parle Julien, les transparences, il y a deux comment on dit ça? Ouais. Il y a two sides. Mais je trouve qu'à la fin, transparence, c'est beaucoup mieux que opacité. Pour l'exploitation illégale, c'est sûr. Et ce dont tu me parlais un petit peu plus tôt, c'est qu'il y aurait même potentiellement des interactions avec certains animaux, par exemple les orang-outans qui aiment bien démonter, casser. Ah ouais, ça va se passer, c'est sûr. Donc voilà, il y aurait, ce serait plutôt dans l'autre sens que ce soit pour eux, c'est un jeu, tu vois. Les habitants de la forêt qui jouent avec. Construire. Oui, c'est ça. Mais on saurait bien quand ça arrive, en temps réel. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'assemblée? Alors, moi j'en ai d'autres pour vous. Par exemple, quelles seraient là, dès demain, quand vous rentrez chez vous, vos perspectives de développement, vos prochaines actions, chacun à votre niveau, qu'est-ce que ça va être? Pour nous, avec les partenaires qu'on a, Inforestation a déjà aidé en protection de 3000 km² en forêt. Mais non, excusez-moi, oui, à 3 000 km², mais on va tripler ça à la fin de l'année avec 20 projets pilotes nouvelles. Ça va être dur, mais en même temps, il faut vraiment pousser nos limites. Julien? Acquérir des données, faire des vols et puis survoler des forêts, acquérir des données et puis faire travailler les ordinateurs pour qu'ils exploitent ces données, pour qu'ils apprennent au fur et à mesure. Plus on leur donnera des données, des mesures terrain et des données, plus eux, ils arriveront à apprendre des choses et puis ensuite travailler tout seuls sur ce qu'on leur apporte, quoi. Et Vito, grosse actualité, je crois, dans un mois. Ici un mois?
non? Avec la publication des Oui, données. oui, donc oui, maintenant, parce qu'il y a les brevets encore en jeu, mais dans un mois, les brevets, normalement, la bureaucratie doit être terminée. Donc, je peux commencer à publier finalement tous les formulaires qu'on a découverts à l'Université de Corse, l'équipe FEU en particulier. Et donc, l'idée, c'est que pour l'instant, on a fait des tests en sécurité. Donc, dans la sécurité civile de Corte, en Corse, avec les pompiers, on a fait des tests sur des feux de 20 mètres carrés. On est en train aussi de préparer d'autres tests encore plus grands et d'aller aussi dans la situation réelle, donc dans un feu de 100-200 mètres carrés. Donc, déjà, pour faire un test d'un feu de 20 mètres carrés, c'est pas facile parce qu'on essaie aussi de se mettre dans les scénarios réels, donc on fait les feux à côté des bâtiments de la sécurité civile, donc bâtiments utilisés pour faire les tests sur les feux. Donc on ne brûle pas les maisons, bien sûr. Bien sûr. Donc, mais par contre, voilà, pour faire un feu, qu'il y a quelquefois de l'épandance, donc organiser un test, c'est pas facile. Organiser aussi les pompiers, merci aussi à les pompiers de Corse qui l'aident nous quand on fait les tests. Et donc, l'idée pour le futur, c'est augmenter encore plus la collaboration, utiliser aussi mon système dans les situations réelles, donc dans vrai incendie. Et après, utiliser encore plus de la robotique, donc pas forcément les drones à air, mais aussi les rovers. Donc, utiliser aussi mon capteur, c'est possible d'implémenter sur plusieurs types de robots. Donc, utiliser aussi des rovers par terre qui travaillent avec les drones en air. Donc, créer une équipe de pompiers artificiels. Voilà. Une équipe de pompiers artificiels. Exactement. Mais ce sera le mot de la fin. Donc voilà, vous avez une idée des forêts du futur. Un grand merci à nos 3 intervenants, Toffer, Julien et Vito. Merci beaucoup.